Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, toujours dans l'étude de la philosophie du vivant à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais maintenant aborder une nouvelle partie de cette philosophie du vivant, à savoir l'étude de ce qui est spécifique à l'homme, ce troisième degré de vie qu'on appelle la vie de l'esprit. Et donc, puisque la philosophie part de l'expérience, puisqu'elle n'a de raison d'être que pour manifester le réel tel qu'il est, essayer de l'approcher au plus proche, eh bien, je vais commencer par me demander s'il est vrai qu'il y a quelque chose qui est propre à l'homme. En effet, depuis quelques années, les études sur les animaux, la comparaison entre les animaux et les hommes, tend à la télévision à essayer de diminuer l'écart entre l'homme et l'animal. Auparavant, on pouvait affirmer que le domaine de la culture, donc de choses qui se transmettaient au-delà du temps, au-delà des lieux, et qui restaient de génération en génération, à travers le support de l'oral puis de l'écrit, était le propre de l'homme. Et on sait maintenant que chez l'animal, il y a déjà quelques transmissions de culture. On le repère par des petites anecdotes très simples, mais aussi du comportement plus général, en tout cas des animaux supérieurs, de ceux qui sont élevés par leurs parents. On peut raconter par exemple, encore une fois, l'exemple de ce singe élevé en captivité, qui avait eu à manger trop de sucre et qui avait les dents abîmées. On lui avait appris en conséquence à laver les pommes de terre qu'il mangeait et les racines pour éviter de se faire mal aux dents avec les cailloux qu'il y avait dessus. Remis dans la nature, ce singe apprit cette pratique à son groupe, un groupe de chimpanzés en l'occurrence, et bien des années après la mort de ce singe, on voyait que ce groupe de chimpanzés particulier continuait de pratiquer le lavage des racines et des pommes de terre dans la rivière. C'était un groupe de chimpanzés sauvages. Et ceci indiquait que le truc en question avait plu à ce groupe et qu'il s'était transmis de génération en génération. C'est bien une forme de culture. À un moment donné, on disait aussi que le propre de l'homme était de fabriquer des outils. En réalité, l'observation des animaux manifeste que certains animaux supérieurs, et encore une fois je peux prendre l'exemple du chimpanzé, le font. Ils peuvent prendre une petite baguette de bois, l'adapter, lui donner la forme exacte qu'il faut pour aller chercher dans le trou des termites, des animaux vivants qui s'accrochent à ce bout de bois et qu'ils peuvent manger après et en faire un régal. D'autre part, en observant les hommes fossiles, c'est-à-dire les hommes dont on trouve les squelettes qui ont vécu avant Homo sapiens sapiens, cet homme à qui on attribue spécifiquement un esprit. Donc chez ces hommes fossiles qui n'enterraient jamais leur mort, on constate qu'il y avait des outils bien plus performants que ce que fait le chimpanzé actuel, au point qu'on pense que certains Homo erectus peut-être avaient même la maîtrise du feu. Les erectus sont visiblement des animaux, ils n'enterrent jamais leur mort, il n'y a aucun art au niveau de la beauté, c'est du pur utilitaire, c'est pour se nourrir, c'est pour se reproduire, leurs campements sont dégoûtants, il n'y a pas d'ordre, ce sont des groupes d'animaux. Certains autres philosophes avaient dit que le propre de l'homme c'était de rire. Et bien de même, en observant des groupes animaux, on observe qu'il peut y avoir véritablement de l'humour. Une scène qu'on m'avait rapportée, où un grand chef singe dans un zoo, au sommet de sa branche, était dégringolé, les quatre fers en l'air. Et les autres singes qui étaient là, visiblement, ils s'amusaient. Cependant, le singe, reprenant ses esprits, se releva et leur envoya un regard noir. Et aussitôt, tous les rires, toute l'attitude qui ressemblait à un rire, s'arrêta, et chacun retourna à ses activités comme s'il n'avait rien vu. De même, on observe chez les singes la capacité de mentir pour obtenir un objet particulier comme de la nourriture. Donc des tas d'expériences ont été faites. On cache de la nourriture dans une assiette et l'autre singe doit recevoir l'indication de la nourriture par un premier singe. Et on observe le comportement en multipliant les expériences. Eh bien, on constate qu'au bout d'un certain temps, le singe, celui qui indique où est la nourriture et qui veut la manger pour lui-même, est capable de ruser et de mentir pour tromper son congénère.
Si bien que, en fin de compte, à force d'empiéter sur le territoire qui paraissait spécifiquement humain, certains psychologues, éthologues actuels finissent par montrer aux gens que, apparemment, il n'y aurait pas de différence, que ce serait une différence purement accidentelle de degrés. Ce qu'il faut remarquer, avant d'analyser les choses plus loin, c'est que déjà, d'une façon extérieure, on constate que les animaux ont un mur de verre qui leur empêche une progression supérieure. À savoir, on ne verra jamais spontanément un animal dans la nature faire des beaux-arts, un art qui n'aurait pas d'utilité, qui serait juste pour la beauté. L'art que font les animaux, c'est soit parce que c'est utile pour se nourrir, soit parce que c'est utile pour se reproduire. Donc effectivement, il y a des danses de certains oiseaux pour séduire la femelle. Eh bien cette chose-là se voit chez les animaux, ça se voit aussi chez les hommes. Mais l'art, pour exprimer quelque chose de beau, ou la contemplation pour la contemplation, on ne le trouve jamais chez l'animal. Et surtout, alors ce qui est de domaine de l'expérience, je dirais quasi explosive, c'est que on constate que les œuvres de l'homme, même au point de vue utilité, c'est tout de même pas comparable aux œuvres du singe. Certains diront, oui, mais c'est une question simplement de degré qualitatif. Un singe prend une baguette pour attraper une proie. Un termite construit une sorte de cathédrale de boue. Et les hommes construisent des navettes spatiales, des fusées qui leur permettent d'aller sur la Lune, des outils informatiques. C'est vrai que là, en l'occurrence, la simple description extérieure peut-être pourrait être prise comme une description purement quantitative. Donc l'homme serait simplement un animal dont le cerveau, ayant un petit peu plus de mémoire, serait capable de multiplier les œuvres utilitaires jusqu'à un degré inouï tel qu'on le voit dans l'humanité. Cependant, je veux montrer qu'en fait, il y a véritablement des sauts qualitatifs. Et ces sauts qualitatifs se voient non seulement dans les effets extérieurs, dans les œuvres, mais aussi par l'analyse de l'objet de ces facultés qui sont propres à l'homme et qu'on appelle l'esprit, faculté d'intelligence et de volonté. Du point de vue extérieur, du point de vue des œuvres visibles, je dirais qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau lorsque apparaissent deux choses dans les œuvres des animaux. Deux choses qui restent dans le sol, évidemment, parce que lorsqu'on regarde le passé des animaux, on n'a plus que leur squelette et leurs œuvres. La première chose, c'est l'apparition des tombes organisées. Et là-dessus, je voudrais être très net. Quand on trouve un cadavre par hasard, qui semble être en position, comment dirais-je, d'avoir été posé intentionnellement, ça ne suffit pas. Il peut arriver qu'un cadavre tombe en position qui semble intentionnelle. On peut mourir sur le dos, par exemple. Mais lorsqu'on trouve systématiquement des cadavres enterrés selon le même rituel, et que par exemple, à côté de lui, il y a un morceau de gibier, un morceau d'os, encore en articulation d'une bête qui sert visiblement à quelque chose. On peut imaginer que ça sert à de la nourriture. Lorsque c'est systématique et que ça se passe dans tous les groupes humains qu'on rencontre, alors on pourra dire qu'il y a quelque chose de particulier. Il faut avoir l'esprit critique par rapport à cela. Par exemple, pour ce qui est de l'homme de Néandertal, donc cet homme des glaces qui vivait en Occident, exclusivement en Europe, eh bien, c'est douteux. Je veux dire par là que des exemples de tombes véritablement référencées et qui dateraient d'avant l'arrivée de l'Homo sapiens, c'est-à-dire de l'homme de nous, de l'homme de Cro-Magnon, il n'y en a pas. Il y a des exemples de tombes, mais quand nous, hommes modernes, nous sommes là. Donc interpréter cela comme étant la preuve d'un enterrement, c'est compliqué. Parce que si on revenait dans 2000 ans et qu'on trouvait le cimetière de chiens de Pantin, est-ce qu'on en conclurait que les chiens, au XXe siècle, enterraient leurs morts? Il faut davantage de recherche que cela. Rien n'empêche que les hommes de Néandertal enterraient leurs morts. Mais moi, ce que je constate,
c'est que les tombes sont rares, qu'il n'y a pas de beaux-arts, que les campements des hommes de Néandertal sont des campements de style utilitaire, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de rangement, c'est dégoûtant, on laisse les os là où ils tombent, etc. Il n'y a pas de structure. Donc, j'attends pour voir, tout en restant ouvert, mais il me faut un peu plus de preuves. Donc attention aux interprétations. Pour l'homme moderne, par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir d'un certain moment, l'homme moderne enterre systématiquement ses morts. Donc ces squelettes, qui ressemblent à ce que nous sommes maintenant, correspondent à des tombes. Et ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe extérieur de quelque chose de nouveau, c'est pas l'art utilitaire. Je dirais que tout ce qui est art utilitaire peut s'expliquer par l'estimative. Une estimative très performante, à savoir une sorte d'intelligence concrète de type animal qui va ordonner des moyens à une finalité comme la survie, la reproduction. Non, quand un art n'est pas finalisé par cela, mais qu'il semble finalisé par autre chose, lorsqu'il représente la beauté, et en général, au départ, ce n'est pas la beauté qui est visée, c'est plutôt le sens de la vie. Et c'est en rapport avec les tombes, justement, parce que, visiblement, la question première qui apparaît quand l'esprit apparaît, c'est la question de ce qu'on fait sur Terre, de ce qui se passe après la mort, de qui sont ces dieux, entre guillemets, qu'on s'invente peut-être, mais qui dirigent le destin fragile de l'humanité. Et donc, lorsqu'on trouve des beaux-arts qui n'ont pas d'utilité immédiate dans la survie, la reproduction, comme par exemple les grottes peintes avec des animaux, on peut soupçonner qu'il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, on ne trouve jamais ça chez les animaux, chez les singes. Alors évidemment, des singes apprivoisés ont pu être dressés, et ils faisaient des œuvres souvent abstraites. Parfois, quand même, ils représentaient un rond avec deux yeux au milieu, etc. On pouvait les dresser à cela. Mais en fait, ça n'a pas de rapport. En dressant les animaux, on peut leur faire imiter certaines choses. Moi, je parle bien d'une activité spontanée, qui vienne de leur nature, qui ne soit pas le fait qu'on plaque sur un animal par dressage des activités que l'homme fait. Eh bien, pour le moment, je n'ai jamais entendu parler qu'il y ait eu des beaux-arts chez les animaux, quels qu'ils soient. Il y a de la beauté en vue de la reproduction, il y a de l'utilité en vue de la nutrition, mais des beaux-arts gratuits, non finalisés par ces deux choses, j'en ai jamais entendu parler. Alors si extérieurement, on repère la présence de l'esprit par ces deux signes, lorsqu'on est en présence d'hommes réellement vivants, c'est-à-dire nous, et lorsqu'on compare à l'animal, qu'on dépasse la simple description extérieure et qu'on analyse l'objet de ce qui est spécifique à l'esprit humain lorsqu'il pense, lorsqu'il aime, on s'aperçoit qu'il y a véritablement quelque chose de nouveau. Et le signe le plus important, je l'appellerais la capacité d'abstraction. Alors, je constate que les animaux sont capables d'une certaine abstraction. Ils le sont d'abord par leur imaginaire. Lorsqu'ils portent dans leur esprit, ou dans leur, on va dire dans leur tête plutôt, parce qu'en parlant d'esprit, évidemment, le terme n'est pas précis. Lorsqu'ils portent dans leur connaissance imaginaire l'idée d'une proie qu'ils doivent aller chasser pour l'attraper. On peut induire, évidemment, qu'ils portent cette idée de manière, intentionnelle. Ils ne pensent pas forcément à par exemple, tel bison particulier, concret, mais ils ont l'idée générale du bison qu'ils veulent attraper. Eh bien, cette idée générale du bison, qui a une forme évidemment générale avec 4 pattes, etc., eh bien, cette idée est déjà une abstraction. De même, je peux imaginer qu'un lion ne peut pas seulement se contenter de l'idée générale du bison. Il peut aller plus loin. Et quand il part à la chasse, il n'a pas forcément une détermination vers le bison, il peut viser une proie en général. Proie, c'est encore quelque chose de plus abstrait. Ça n'existe pas, proie. Proie, ça signifie, ça se mange, il y a de la viande, et ça peut être concrètement un bison, un zèbre, ou n'importe quoi de ce genre. Donc on constate une abstraction, mais l'abstraction de l'intelligence animale, de l'estimative, c'est toujours une abstraction concrète.
Je veux dire par là qu'on peut représenter dans sa tête l'abstraction en question. Elle est toujours liée à quelque chose de matériel. Proie, ça se représente très bien par de la viande qui se mange. Il semble qu'il y ait là un mur de verre pour les animaux. Je veux dire par là que ce qui caractérise en propre l'homme, c'est une capacité d'abstraire au-delà de cette chose dépendante d'une matière. Donc par exemple, nous les hommes, on peut abstraire l'idée de crayon. Ça c'est du concret, c'est toujours lié à un corps physique. Eh bien on constate que les singes, lorsqu'on les dresse, ils sont capables d'abstraire crayon. Et si on leur demande même d'apporter crayon rouge, eh bien ils vont choisir parmi les crayons le crayon rouge et ils vont l'amener. Ça c'est dans leur domaine de compétence, ça reste du concret, de l'abstraction de choses concrètes. Par contre, dès qu'on passe à des notions absolument séparées de toute matière concrète, comme par exemple la notion d'amitié, la notion d'éternité, la notion d'infinité, et bien là, on constate que l'animal est complètement dépassé. Il ne peut pas comprendre ce genre de concept-là, il le dépasse, sans doute parce qu'il n'y a aucun lien à ce qui est représentable concrètement par une faculté du concret, à savoir l'imaginaire, les sensations et l'estimative. Pour le montrer plus précisément, je voudrais montrer quelques domaines d'abstraction, comment ça se passe concrètement. Donc le concret, c'est par exemple tel animal, ce chat qui s'appelle Minou. Et ça, un animal peut tout à fait le comprendre, ce chat est là. Ensuite, s'il y a deux chats qui ne sont pas les mêmes, on peut abstraire quelque chose qui leur est commun, à savoir la notion de chat. Et ça, comme ça reste concret, ça reste lié à des réalités concrètes, je voudrais dire, eh bien, le singe certainement en est capable. Ensuite, je peux comparer un chat et un lion. Entre un chat et un lion, il y a quelque chose de commun. Ce sont des félins. L'homme en est parfaitement capable. Le singe, sans doute, avec un dressage, en serait capable. Dans le concret, dans la nature, je ne pense pas qu'ils y arriveraient parce que ça ne leur est pas utile directement. Un chat n'est pas dangereux, c'est ça qui l'intéresse. Un lion est dangereux, c'est ça qui l'intéresse. Lui, il leur donne tout dans la nature à son utilité. Mais dresser, pourquoi pas? Puisqu'entre un chat et un félin, entre un chien et un loup, un renard, il y a quelque chose de commun qu'on peut apprendre à un singe. Si je continue dans l'abstraction, je peux passer à la notion de mammifère. Mammifère, c'est encore du concret. Donc peut-être, à la rigueur, qu'un animal pourrait le comprendre. Et ensuite, si je remonte encore, je passerai à la notion d'être vivant, par opposition à la notion d'être non-vivant, comme un caillou. Là encore, c'est lié à du concret. L'animal peut le comprendre. Et enfin, si je passe à la notion d'être, ce qui est par rapport à ce qui n'existe pas, là, en l'occurrence, je ne suis plus du tout en rapport avec le concret matériel. S'il y a des vivants qui ne sont pas faits de matière, et que je l'explique à l'animal, l'animal ne comprendra pas. Si je lui parle de la survie des esprits qui restent vivants, il ne comprendra pas, ce n'est plus matériel. Par contre, si j'en reste aux vivants que j'expérimente, donc les chiens, les chats, les insectes, opposés aux cailloux, comme ça reste concret, il comprendra. Pour l'être, qui lui dépasse toute notion ayant rapport avec la matière, on peut tout à fait penser des êtres non matériels, des êtres intentionnels comme l'amour, l'amitié, etc. Puis la notion d'être elle-même dépasse en elle-même ce qui est forcément lié à la matière. Alors je dépasse la capacité de tout animal. Donc on voit bien, à un moment donné, l'abstraction de l'homme peut se séparer du sensible. Et c'est là qu'il y a la spécificité de l'être humain. Cette spécificité est ce qui change tout, ce qui explique la fabrication des navettes spatiales et de tout cela. Parce que pour fabriquer une navette spatiale, il ne suffit pas de visser des vis, ça pourrait être du concret. Et les opérations une à une, on pourrait peut-être dresser un singe à les faire mécaniquement. Mais pour faire une navette spatiale,
il faut plus que cela. Il faut des tas de concepts qui ne sont pas liés à de la matière, comme par exemple l'idée de la conquête de l'univers. La conquête de l'univers, l'idée de l'exploration, l'idée de la connaissance pour la connaissance. S'il n'y avait pas ces moteurs dans l'être humain, si l'être humain était borné uniquement à l'utilité de son quotidien, jamais il ne se lancerait, avec toutes ses facultés, dont les facultés sensibles qui nous sont communes aux animaux, dans la réalisation de telles œuvres. C'est aussi parce que l'homme n'est pas lié uniquement aux abstractions dans le domaine concret qu'il peut penser à la vie après la mort. Et donc, dès qu'il existe, quand un de ses proches est mort, que son corps ne bouge plus, qu'il constate qu'il ne peut pas le réveiller, eh bien il sort du concret. Et parce qu'il aime cette personne avec qui il a vécu, il se demande automatiquement où est-ce qu'il est. Le corps est bien là, il faut le mettre dans le sol, mais où est sa personnalité? Ce corps n'est plus qu'une écorce, on le constate. Et donc forcément, l'homme va se poser la question de la possibilité de la survie de quelque chose de cet homme qui dépasse son aspect corporel. Ça, l'animal en est absolument incapable. Pour lui, son prochain, l'animal de son espèce, lorsqu'il est mort, il est là, dans son corps. Il essaye de le secouer pour le réveiller pendant un certain temps, et puis il se lasse, et il s'en va, dans la tristesse, parce qu'il ressent des émotions. Alors donc, pour reprendre ce que je disais au début, quel est le propre de l'homme? Est-ce que le propre de l'homme, c'est de se transmettre une culture? Non, on l'a vu. Mais le propre de l'homme est de se transmettre une culture d'ordre spirituel. Des questions sur le sens de la vie, des notions sur le comportement humain par rapport à l'autre, la fidélité, l'honneur, l'amitié, toutes ces notions qu'implique la liberté. L'animal peut se transmettre une petite culture pour de l'utilitaire, mais son comportement en groupe, lui, il est, comment dirais-je, en grande partie inné, et certes, il y a quelques conventions qui sont apprises selon les groupes d'animaux supérieurs, ça c'est le domaine de la culture. Par contre, il ne va pas réfléchir en soi à ce que c'est que le comportement d'honneur par rapport à un autre chimpanzé. Lui, il est dans des règles concrètes de prise de pouvoir, de soumission. Est-ce que le propre de l'homme, c'est de rire? Non, je viens de le montrer, puisque les singes peuvent rire par rapport à des situations concrètes qu'ils opposent. Donc, d'un côté, une grande dignité, de l'autre côté, du ridicule. Mais l'homme est le seul qui peut rire sur de l'humour de type spirituel, donc impliquant des concepts spirituels. Donc, l'exemple classique de cette plaisanterie qui court, on parle d'un missionnaire qui part évangéliser l'Afrique pour annoncer le Christ, qui a fait 7 ans d'études, qui arrive, qui débarque de son avion et qui décide d'aller se recueillir dans la nature. Et puis il tombe sur un énorme lion. Et là, plein de la foi qu'il a pour Dieu, il se met à genoux et dit à Dieu, « Seigneur, donnez à ce lion des dispositions chrétiennes. » Et là, il se passe un miracle fantastique. Le lion fait son signe de croix et se met à dire, « Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé. » Eh bien, si je raconte cette blague, cette plaisanterie à un animal, il y a plein de domaines qu'il ne peut pas comprendre. Évangéliser, disposition chrétienne, signe de croix, bénissez ce repas. Tout ce qui est spirituel dans cette plaisanterie, il ne peut pas le comprendre. Il pourrait par contre comprendre très bien le fait que le missionnaire se fait manger. Donc tout ce qui est concret, il le comprend, mais comme la blague dépasse entièrement ses capacités intellectuelles, son estimative, il ne pourra pas en rire du tout. Il lui faut une situation concrète. Est-ce que le propre de l'homme, c'est de fabriquer des beaux-arts, des arts qui signifient la beauté sans rien d'autre comme intention? Eh bien, en conséquence, on voit bien que oui, puisque seul l'homme peut atteindre par son intelligence des notions comme la beauté. Il peut mettre son intelligence dans ses sens pour se délecter de formes harmonieuses entre elles, uniquement dans le but de s'en délecter. Et puisque l'animal, lui, toute sa perception est ordonnée par nature à sa survie, à sa reproduction, eh bien lorsque l'animal utilise la beauté, c'est pour séduire. Il n'y a pas possibilité en lui du sens du beau pour le beau.
Alors évidemment, je n'ai abordé ici que la première faculté, le domaine de la connaissance. Mais j'aurais pu faire exactement la même description, la même remarque pour le domaine de l'affectivité. Qu'est-ce qui différencie un animal d'un homme au point de l'affectivité? C'est vrai que l'animal est capable d'éprouver des sentiments. Il peut éprouver du chagrin, de l'angoisse. Et on a vu dans l'étude des passions, dans les leçons qui précédaient, à quel point les passions des animaux supérieurs vont loin. L'audace, la crainte, la colère, etc. Mais, comme toujours, on avait montré aussi que ce qui est présenté comme bien à l'affectivité l'est toujours par le domaine de la connaissance. Et donc, obligatoirement, puisque l'animal ne possède de la connaissance que dans le domaine du concret, eh bien ce qui lui est présenté comme bien à son affectivité, ce sont des réalités concrètes, palpables, qui ont un corps, qui sont sensibles. Une femelle attirante, une proie délicieuse, un état d'âme dans le groupe qui est harmonieux, avec des relations de dépendance affective, de soumission, etc. Le propre de l'homme, puisqu'il possède cette faculté particulière, l'intelligence qui peut lui présenter des biens qui dépassent le côté concret. Quelque chose dans le bien qui est au-delà de ce côté concret. Quelque chose qui est bien en soi, qu'on peut comprendre, qui est honnête, qui est digne. Eh bien, le propre de l'affectivité humaine, c'est de se porter vers des biens d'ordre spirituel que seul l'esprit peut comprendre. Et c'est là qu'on découvre que l'affectivité humaine, dans ce qu'elle a de propre, n'est pas nécessairement sentimentale. Elle peut être libre et volontaire. Je veux dire par là que si par exemple on aime une femme particulière, parce qu'elle est charmante, parce qu'elle est belle, parce qu'elle attire nos sens, ça c'est un domaine qui est commun avec notre vie animale. Mais si, alors que par exemple elle a eu un accident ou qu'elle a vieilli, on choisit de l'aimer parce que c'est une personne bien, qu'elle a toujours été fidèle, qu'on lui doit quelque chose, qu'on lui sera reconnaissant à jamais, qu'on a fait sa vie avec. Donc des motifs d'ordre spirituel liés à l'expérience, et pas seulement liés à notre espèce. Je veux dire par là que ce choix en question, tous les hommes ne le font pas. Il y a certains hommes qui diront simplement « elle a vieilli, donc elle est plus belle, donc elle ne m'attire pas, donc je m'en vais ». Les animaux, certains sont fidèles, mais ils le sont par espèce. L'inséparable, par exemple, ces oiseaux qui, paraît-il, restent en couple tout le temps et quand l'un d'eux meurt, l'autre meurt. L'albatros. Mais ils se sont selon leur espèce, ce qui veut dire que ce n'est pas un acte libre. Le propre de la liberté, c'est que le comportement est individuel, selon le choix personnel de chacun. Eh bien, il y a des hommes qui sont capables, alors qu'ils n'éprouvent plus de sentiments, d'être fidèles pour des raisons d'ordre spirituel que je viens d'indiquer. Ça aussi, c'est le propre de l'homme et c'est quelque chose qui est provoqué par la connaissance. C'est parce que la connaissance est au-delà du sensible et qu'elle présente à la volonté des biens qui sont au-delà de l'intérêt, de la convoitise qu'on peut avoir, que la volonté peut se porter vers eux librement. Et donc, lorsqu'on compare l'activité de cette volonté humaine capable d'aimer et capable de prendre les moyens pour mieux aimer l'autre, à l'affectivité animale, si on regarde que descriptivement de l'extérieur, on dira ben, l'animal il éprouve des sentiments. Et puis son irascible, il le met en marche pour conquérir le bien auquel il veut se lier. Oui, mais ce n'est pas la même chose. L'animal le fait dans le domaine du sensible, ce sont toujours des biens sensibles, donc qui lui plaisent, qui donnent en lui un certain plaisir. Et l'homme n'est pas forcément dans ce domaine-là. Certes, il y a un plaisir spirituel à faire le bien, mais le plaisir spirituel peut être un effet collatéral et non pas recherché pour lui-même. On peut véritablement sacrifier sa vie pour un enfant handicapé et on renonce à sa liberté pour ne jamais l'abandonner. Si on suivait son plaisir, on ferait autre chose. J'ai vu ce comportement chez ma maman. Lorsque mon père est devenu malade,
handicapée sur une chaise roulante, elle aurait souhaité voyager. C'était comme cela, elle était jeune. Eh bien, elle a décidé de ne pas voyager et de s'occuper de lui. Elle se rendait compte que si elle partait, il serait malheureux, et donc elle restait. Elle a sacrifié des années de sa vie pour ne jamais l'abandonner, pour s'adapter concrètement. Parce qu'il lui avait fait une bonne vie, il s'était toujours bien comporté. Ils avaient eu des scènes de ménage, elle s'en rappelait, mais globalement, il avait toujours été un homme bien. C'est ça qu'elle voyait. C'est l'attitude de l'esprit. Et ce n'est pas une attitude fréquente, c'est une attitude qu'on constate chez des personnes qui ont de l'honneur. Donc qui agissent avec des valeurs spirituelles que souvent elles ont reçues dans leur jeunesse et qu'elles appliquent dans leur vieillesse. Alors, toutes ces analyses préliminaires, le fait que j'ai pu manifester qu'il y avait dans l'homme quelque chose de propre, quelque chose qui a un objet particulier que l'animal, dans son intelligence sensible, dans son affectivité sensible, n'atteint pas, tous ces objets nouveaux me permettent de poser l'existence de quelque chose de radicalement nouveau chez l'homme, de propre à l'homme, qu'on appelle l'esprit. C'est donc par induction, une induction évidente, et malheureusement qui actuellement est contestée, malgré son évidence, qu'on peut dire que chez l'homme, il y a bien deux facultés, mais ça je vais me poser la question un peu plus tard, deux facultés qui sont irréductibles à ce qui existe dans le monde animal. La première se porte vers le vrai en général, c'est la connaissance. On l'appelle la faculté d'intelligence. Elle n'est pas réductible à l'estimative, mais je le repréciserai dans d'autres leçons. Et la deuxième, c'est une faculté d'affectivité spirituelle, qui n'est pas d'ordre sentimental, qui est plutôt l'intelligence qui choisit de se porter vers un bien. Et cette faculté-là, on l'appellera la volonté. Ces deux facultés sont caractérisées par le fait qu'elles ont un objet qui peut être certes sensible. On peut mettre son intelligence dans la recherche du plaisir sexuel. On peut mettre sa volonté, sa finalité dans la recherche du plaisir sexuel, mais qu'il n'est pas exclusivement borné à cet aspect sensible, corporel, qui peut le dépasser. Je veux dire par là que l'homme peut connaître potentiellement tout ce qui est connaissable, aussi bien le matériel que le non matériel. Comme je l'ai dit, la notion de Dieu, d'ange, d'esprit qui survit après la mort, les notions abstraites d'amitié, d'éternité. Et de même, la volonté libre peut se porter non seulement vers des objets concrets comme l'animal, mais elle peut se porter vers des réalités spirituelles, comme par exemple une personne, au-delà de son aspect corporel, mais par sa mentalité, ses défauts et ses qualités profondes, ses choix libres, ses intentions de vie. Elle peut se porter vers Dieu, vers les anges, vers les morts, des réalités qui existent ou pas, mais en tout cas qu'elle peut comprendre alors qu'ils n'ont aucun lien avec la matière. Dans la leçon suivante, je m'efforcerai de chercher s'il y a véritablement uniquement deux facultés de l'esprit humain, ou s'il n'y en a pas par hasard davantage. Mais ça sera une autre recherche. Cette première leçon visant exclusivement d'abord à chercher s'il y avait bien un propre de l'homme, et donc des facultés à part que je devais étudier dans un troisième degré de vie appelé le degré de la vie spirituelle.